Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Au sommaire aujourd'hui. Dans cette édition, nous partirons à la rencontre de l'ancien directeur de l'Institut polaire français, Gérard Jugy, qui a participé à l'élaboration de l'expédition du Prince Albert II en Antarctique en 2009 et qui est désormais consultant pour Venturi. Un nouveau concept pour le Café Lorca qui offre désormais une pause culinaire et artistique à sa clientèle. Nous ouvrirons ensuite un volet environnement dans lequel nous vous parlerons de la certification AFNOR Gestion Portuaire, label Port Propre de la Société d'exploitation des ports de Monaco et des bateaux écotank chargés de récupérer les eaux usées des bateaux de plaisance. Et puis nous terminerons ce journal avec la suite de notre dossier sur la Journée européenne du patrimoine. Coup de projecteur cette fois sur le musée des Carabiniers. Le prince souverain était à Bruxelles la semaine dernière pour participer aux 10 ans de la Fondation Polaire Internationale. Les questions sur l'Arctique et sur l'Antarctique ont toujours beaucoup intéressé le souverain et l'Antarctique n'est pas un terrain inconnu pour Gérard Jugy, ancien directeur de l'Institut polaire français. Il a participé à l'élaboration de l'expédition du Prince Albert II en Antarctique en 2009. Gérard Jugy est désormais consultant notamment pour Venturi. Émilie Rousseau l'a rencontré. L'Antarctique est un continent dédié à la science. On y trouve plus d'une soixantaine de stations de recherche gérées par des dizaines de pays. Parmi elles, Concordia, une station franco-italienne que le prince Albert II avait visitée lors de son expédition en 2009. La glaciologie fait partie des différents domaines de recherche de cette base. Elle consiste à étudier des carottes de glace prélevées jusqu'à 3000 mètres de profondeur qui nous permettent de retracer l'histoire du climat. En Antarctique, dans une zone froide, il neige, la neige s'accumule, elle s'entasse. Elle passe ensuite à l'état de ce qu'on appelle le névé, ce qu'on connaît dans les Alpes. Puis au-delà du névé, ça devient de la glace, c'est un matériau. Et les petits grains de glace qui s'accumulent emprisonnent les bulles d'air de l'atmosphère présente à un instant donné, les enchâssent, les encapsulent. Et quand petit à petit, ces petites bulles d'air restent prisonnières de la glace. Quand vous faites un forage, plus vous descendez profond, plus la glace est ancienne. Il suffit de faire fondre la glace qui a 200 000 ans, vous récupérez l'air qui en est contenu et vous avez de l'atmosphère qui existait sur Terre il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans. Et puis ensuite, par des analyses fines, vous en déduisez la composition de l'air, quelle était la composition en dioxyde de carbone, en gaz carbonique, en méthane, d'où les fameuses courbes que vous avez peut-être vues dans de nombreuses émissions. Des courbes qui sont reliées à la température et l'évolution de la température sur Terre au cours des 800 000 dernières années. Les résultats nous ont permis de remonter à un peu plus de 800 000 ans. L'objectif désormais serait d'aller un peu plus loin dans le temps afin d'en savoir encore plus, notamment sur le réchauffement climatique. Un autre projet a vu le jour il y a 3 ans, un projet initié par le prince Albert II dès son retour de son expédition. Le souverain avait émis le souhait de pouvoir contribuer à la protection de l'environnement en Antarctique. L'Institut polaire français, la Principauté et Venturi ont donc travaillé en collaboration pour créer Antarctica, un véhicule zéro émission capable d'opérer dans des conditions climatiques extrêmes. Ce véhicule présenterait de nombreux avantages. Premièrement, de ne pas altérer l'environnement, de l'altérer vraiment à minima, permettrait aux scientifiques d'aller faire des prélèvements ou d'aller faire des missions à quelques kilomètres d'un site, sans en altérer la composition de l'atmosphère et même la composition, de faire des prélèvements de glace à quelques kilomètres en zone propre est un rêve scientifique, il n'y a aucun doute. Mais également pour des raisons de sécurité, pour des raisons de pouvoir aller à partir d'un point fixe faire des explorations de la calotte antarctique. Antarctica a été présenté au public en juillet dernier lors des Tonnerres de Brest et pour le 20e anniversaire de l'Institut polaire français. Les premiers tests en conditions réelles seront effectués à Concordia en 2014. Avant cela, Antarctica s'essaiera en zone froide en France, puis en pays nordique l'hiver prochain. CNN en principauté pendant une semaine.
Alors que le nouveau volet de la campagne gouvernementale sera lancé le 15 octobre prochain, une équipe de la chaîne américaine CNN est actuellement en principauté pour tourner une série de reportages qui sera diffusée dans le cadre d'une semaine spéciale dédiée à Monaco. Il s'agit d'une nouvelle illustration de la campagne gouvernementale intitulée « Un rôle à part dans le monde ». Dans l'actualité, en bref toujours, le départ du directeur de la Sûreté publique, André Mulberger, qui occupait ses fonctions depuis septembre 2006, a fait valoir son souhait de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. Il a demandé à cet effet à être réintégré dans son corps d'origine. Le prince souverain a accédé à sa demande et a chargé le commissaire Richard Marangoni, chef de la division de la police urbaine, d'assurer à titre provisoire les fonctions de directeur de la Sûreté publique à compter du samedi 13 octobre, dans l'attente de la nomination du nouveau directeur en liaison avec les autorités françaises. Un concert de musique classique a été donné ce lundi au Théâtre des Variétés et les musiciens, deux jeunes prodiges révélés par l'association Ars Antonia, au programme du violon et du piano, Léa Bellante. Les deux jeunes prodiges, Slava et David, ont enchanté le public du Théâtre des Variétés par leur talent mais surtout par leur jeune âge. Les deux frères, âgés de 22 et 13 ans, David au violon et Slava au piano, ont rejoué à merveille les partitions d'artistes comme Beethoven, Chopin ou encore Debussy. Le duo a fait découvrir aux spectateurs un récital digne des plus grands musiciens. La musique, une histoire de famille. Ma mère ne pensait pas que j'allais devenir musicien, puisque quand j'ai essayé le violon à l'âge de 6 ans, j'ai dit que je ne voulais plus jouer. Et après, quand à 8 ans, j'ai commencé le piano, je me suis dit que peut-être je peux arriver. Et voilà, c'est arrivé jusqu'à ce niveau de jeu, le piano. J'aime bien jouer devant les gens pour que ça leur intéresse ce que moi je joue. Parce que si je joue quelque chose et que les personnes ne comprennent pas ce que je fais, c'est difficile de montrer la passion. Je me souviens que mes parents jouaient énormément à la maison. C'était mon père qui travaillait sans arrêt, ma mère aussi. Donc en fait, j'étais baigné dans cette acoustique de violon. Donc je pense que c'est venu assez naturellement. Et ensuite, avec un âge qui était déjà plus mûr, donc j'ai compris que ça me plaisait bien. Donc moi, je suis la 4e génération de violonistes dans notre famille. Donc ça explique beaucoup. Non seulement il y avait le père et la mère, il y avait aussi le grand-père et la grand-mère. Donc évidemment, ça a été le violon et pas autre chose. Les deux frères David et Slava ont suivi les cours de l'Académie de musique de Monaco. Slava, le plus jeune, y est encore élève. Par la suite, ils espèrent tous les deux une carrière de soliste ou alors enseigner à leur tour leur passion pour la musique classique. Ils se sont inscrits, comme tout élève, à l'Académie de Monaco. Et l'enseignement de l'Académie de Monaco, grâce au travail qui a été fait par la mairie et l'investissement qui a été fait dans ce cadre-là de l'Académie, permet à des élèves qui commencent à un certain niveau à finir à de grands niveaux, voire professionnels. Ce qui est l'exemple type. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est une famille de musiciens. Et donc dans la famille des musiciens, la maman a été le professeur, mais le papa était aussi à l'orchestre. Donc vous pouvez voir, c'est une famille qui fait une boucle complète. Et les enfants suivent la tradition d'une famille de musiciens. Les deux jeunes prodiges font tous les deux partie de l'association Ars Antonina, une association qui cherche à aider les jeunes musiciens azuréens. Elle révèle de nouveaux talents en organisant des concerts. Un petit détour artistique et culinaire à présent. Le Café Lorca propose un nouveau concept ce mercredi avec un déjeuner en présence d'un artiste qui exposera ses œuvres photographiques. Un reportage de Frédéric Elion. Mêler la cuisine et l'art, voilà le nouveau concept proposé au Café Lorca. Désormais, vous pourrez apprécier les œuvres de différents artistes tout en dégustant les plats préparés par le chef Ludovic Sier et son équipe. La carte change toutes les semaines afin de varier les saveurs et les plaisirs. Lier l'art et la cuisine, presque une évidence pour le chef, car comme il le dit si bien, la cuisine est un art. On a voulu agrémenter la cuisine avec l'art, donc chose que j'ai toujours faite auparavant, que ce soit au Moulin de Mougins ou dans mon établissement aujourd'hui. Et donc on a voulu ici
en fait, partagé avec un jeune créateur qui a fait des photos sur l'Afrique. On a accroché ces très belles photos et l'idée un petit peu c'est de pouvoir parler du carrément de sa cuisine et un lien sur l'art. Pour inaugurer ce concept, c'est un photographe qui a l'honneur d'exposer ses clichés. Après avoir travaillé dans le milieu de la mode, cet artiste s'est tourné vers la photographie. Le thème de l'exposition présente tout le mois d'octobre, l'Afrique. C'est vraiment un sujet très personnel, donc que j'ai voulu adopter et adapter. Donc, mon sujet favori, c'est quand même la beauté. Tout ce qui est beauté et au travers de la beauté, tout ce qui est très mode en fait, puisque c'était mon métier depuis le départ. Le Café Liorca, c'est une affaire de famille, puisque le frère d'Alain, Jean-Michel, est chef pâtissier. Un kiosque gourmand a d'ailleurs ouvert ses portes le 10 août dans la galerie commerciale de Cap 3000. Rappelons que vous pouvez déjeuner au Café Liorca tous les jours du lundi au vendredi. Nous ouvrons à présent un volet environnement. Il y a un peu moins d'1 an, la société d'exploitation des ports de Monaco recevait la certification AFNOR Gestion Portuaire, autrement dit le label Port Propre. Un label, vous allez voir, qui n'est pas si facile à obtenir. Je vous propose d'écouter Daniel Realini à ce sujet. Nous avons effectivement obtenu le label certification Port Propre en décembre 2011. Ça nous a été décerné à l'occasion du Salon nautique de Paris. Et ce label fait suite à un audit d'environnement qui a été fait par une société spécialisée pour faire un état des lieux. Et ensuite, nous avons pris un certain nombre d'engagements sur 3 ans pour améliorer la situation des ports en principauté. Cela consiste notamment à créer des points propres avec collecte des ordures ménagères et tri sélectif, collecte des batteries usagées, collecte des huiles usagées et des filtres des moteurs de bateaux. Nous avons aussi acheté des barrages anti-pollution, créé une équipe de 5 personnes qui sont dédiées à longueur d'année au nettoyage du plan d'eau et acheter un navire spécialisé pour le traitement des macrodéchets. Et fort de ce label, les ports de la Principauté ont pris une initiative pendant le Monaco Yacht Show. Des bateaux appelés éco-tanks étaient chargés de récupérer entre autres les eaux usées des bateaux de plaisance. Les explications de Fabien Bonilla. Que fait-on des eaux usées qui proviennent des salles de bain ou encore des toilettes des bateaux? Certains capitaines de navires sans scrupules rejettent tout le long du littoral ou encore pire dans les ports. Eh bien, la société Azure Trent propose justement ces services pour récupérer ces eaux usées à l'aide de tuyaux et d'une cale. Ces éco-tanks sont des bateaux comparables à des couteaux suisses avec une multitude de fonctions. Nous avons la clientèle dite plaisancier, donc ce sont les bateaux eux-mêmes. Donc là on va intervenir dans le cas de la récupération des eaux noires, les eaux de toilette, des eaux grises, salle de bain, cuisine, les eaux de cale. Nous allons aussi nous occuper de nettoyer ces cales. Alors nous avons un procédé qui est à la vapeur, ce qui permet en fait de pouvoir totalement dégraisser sans avoir aucun souci au niveau électricité ou électronique, puisque la vapeur n'est pas conductrice. Nous nous occupons aussi de nettoyer les tanks, donc les réservoirs à eau noire, à eau grise ou à gasoil, à la vapeur toujours. Ensuite, nous avons toutes les opérations dites plus portuaires ou pour la ville, la commune, le port. Ce sont des opérations de dépollution en général. Donc nous faisons partie du GIPM, le groupe d'intervention de la pollution marine. Et nous sommes appelés sur des bateaux qui s'échouent par exemple ou à qui il arrive des avaries. Nous sommes aussi équipés pour certains de nos bateaux en option de lance-incendie. Alors on n'est pas des pompiers, on ne va pas éteindre un feu, mais on va pouvoir, le temps que les pompiers arrivent, en tout cas, le contenir, c'est-à-dire en arrosant les bateaux les plus proches de ce feu, de manière à ce que le feu ne se propage pas. Ces éco-tanks étaient à laisser lors du Monaco Yacht Show. Un rapport sera ensuite rendu. Il devrait à nouveau être mis à contribution durant le Grand Prix de F1, pour pourquoi pas, à la suite, être utilisé à l'année dans les 2 ports de Monaco. En attendant, cette première initiative a l'air de séduire. Les bateaux font un peu n'importe quoi. Il y a encore trop peu de capitaines responsables. On est en train d'augmenter. C'est un nombre, on commence à prendre conscience. Et puis c'est bien. C'est des sociétés comme ça. C'est des actions qui se multiplient et il y en aura de plus en plus. C'est pour nos enfants, donc c'est très bien. Des capitaines responsables, des initiatives prises de plus en plus dans cette direction. Il faut simplement que le message passe. À titre indicatif, en 2011, pour la première fois durant le Festival de Cannes, 76 000 litres d'eau usée ont été récupérés avec ces éco-tanks.
L'année suivante, avec le bouche à oreille, 270 000 litres, soit 4 fois plus. Les demandes dans ce sens sont de plus en plus nombreuses. La société est en pleine expansion et travaille dans 15 ports de la Riviera. De 5 employés l'année dernière, ils sont actuellement 24 en CDI. Azurtrint, basé à Montsartou, s'installe en Floride et prochainement au Moyen-Orient. Pour la 17e édition de la Journée européenne du patrimoine qui se déroulera, je vous le rappelle, dimanche en Principauté, le musée des Carabiniers présente quelques trésors de la Principauté de Monaco. Les objets personnels et les tenues militaires du prince Albert Ier sont à l'honneur. Un reportage de Léa Bélante. Plus de 2 siècles d'histoire militaire exposés au musée des Carabiniers, un musée qui abrite uniformes, équipements et attributs princiers ayant appartenu aux princes de Monaco et à leurs différents gardes personnels. Ces quelques trésors de la principauté, d'Honoré V à Albert II, sont, à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine, accessibles aux visiteurs. On expose 2 siècles d'histoire militaire de Monaco. Les motos ont fêté cette année le 60e anniversaire de la création du peloton motocycliste par le prince René III. Sinon, c'est toute l'aventure historique de la principauté depuis 2 siècles. Pour exposer ces objets rares de l'histoire de la principauté, les carabiniers sont allés puiser essentiellement dans les collections de la compagnie et du palais princier. Entre 300 et 400 personnes sont attendues lors de la Journée européenne du patrimoine. Ça nous apporte une reconnaissance et en plus, c'est une richesse historique pour Monaco, donc ça vaut le coup d'être présenté au public. Surtout, ce sont des affaires qui n'ont jamais été présentées au public depuis des siècles. Le thème principal, c'est le prince Albert Ier, donc ici, on est riche sur le prince. Le musée qui fête ses 3 ans d'existence est situé à la caserne des Carabiniers, 5 boulevard de Belgique. L'entrée est libre de 9h à midi et de 14h à 18h le dimanche 14 octobre. Ce journal touche à présent à sa fin. Il est l'heure de passer en revue la météo. Jeudi, le soleil fera de brèves apparitions et de nombreux nuages envahiront le ciel. Des gouttes de pluie se feront sentir en fin de journée. Du côté des températures, comptez 18 degrés le matin et 21 l'après-midi. Vendredi, le temps continuera à se détériorer, le ciel sera en grande partie encombré et le climat sera plus frais. Samedi, le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Dimanche, l'automne sera bel et bien là, le ciel sera incertain et une menace de pluie planera. Et c'est sous le bruit des marteaux-piqueurs que cette édition se termine. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Je vous propose à présent de retrouver Fabien Bonilla qui est parti à la rencontre du sculpteur Matteo Mornard. Au revoir.